Europe 1, 8h34, la revue de presse. Avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, et bonjour à tous. Ce matin, en une de vos journaux, le vocabulaire hésite entre le constat post-déflagration et la posture du médecin légiste. Le Parisien, la chute, Var matin, Copé coulé, l'UMP touché. Libération, la droite paye ses fractures. La dépêche du midi à l'UMP, c'est la grande lessive. Le Républicain lorrain, Copé viré, opération survie à l'UMP. La Voix du Nord, la maison UMP a perdu la tête. Et l'opinion, l'UMP, ce cadavre à la renverse. Alors, à propos de l'UMP, Natacha, il y a quand même un titre qui se distingue parmi les autres. Oui, il n'y a guère que le Figaro ce matin pour titrer sur la suite de tout cela. Une troïka au chevet de l'UMP. Tous les autres en sont encore à compter les morts. Et curieusement, on ne sent pas une compassion excessive pour Jean-François Copé ce matin. Des conventions fantômes, des raouts bidons, mais payés les yeux de la tête, énumère Pascal Coquy dans les dernières nouvelles d'Alsace. Et lui, le chef du premier parti de France, qui ne serait pas au courant. Il dit « Je n'ai jamais menti, jamais, jamais ». Il le dit dans les yeux des Français. On écoute Jean-François Copé et on croit entendre Jérôme Cahuzac. Et comme le remarque cruellement Michel Urvoy dans Ouest France, ces surcoûts exorbitants sont inversement proportionnels à la richesse des projets. Mais avant la clarification idéologique, les projets, il faut régler le cas Sarkozy. Avant même de s'intéresser à Big Malion et ses fausses factures, prévient Jean-Louis Hervoy dans La Charente libre, les juges ont encore quelques nuits sans sommeil à passer sur les comptes des campagnes Balladur 95 et Sarkozy 2007. Et tous soulignent combien le triumvirat de circonstances chargé de gérer l'UMP n'aura d'autre objectif que de compliquer justement le retour de l'ancien président et de préparer la mise sur orbite d'un Juppé ou d'un Fillon en 2017. C'est ce qu'explique le blogueur David Dégouille sur le site Causeur avec cette conclusion. Le débat idéologique pour déterminer si le parti de droite doit repenser son rapport à l'Europe ou fusionner avec le centre pour redevenir une pure machine électorale n'aura pas lieu. Alors, on ne peut que rejoindre le constat de Philippe Vaucan dans Le Républicain lorrain. Entre une UMP transformée en bois d'allumettes, une gauche rejoint le radeau de la Méduse et un président de la République réduit à l'état de castrat de la chapelle Sixtine, la classe politique française, écrit-il, est en train de connaître une fin de cycle, pour parler pudiquement, laissant présager de cruels lendemains à un pays qui, les parachutistes en moins et sans le moindre de Gaulle à l'horizon, se met de plus en plus à ressembler à ce qu'il était en 1958. On en parlait dans les titres, Natacha, une opération de démantèlement d'un camp de migrants est en cours à Calais. Et bien justement, il y a deux reportages qui nous parlent de la réalité la plus brutale que vivent ces migrants qui s'accumulent aux portes de l'Angleterre. Oui, une page dans Libération et une autre dans le Figaro pour raconter comment le préfet a prévu le démantèlement d'un camp en même temps qu'une vaste opération de traitement de la gale. Insupportable pour les organisations humanitaires qui, dans Libération, craignent que ce mélange des genres ne brise la confiance. L'article raconte l'afflux de plus en plus massif et l'absence de solutions d'accueil. Avec l'éternel débat qui transparaît dans le Figaro, les associations qui aident les migrants à se sédentariser dans des camps insalubres, créent-elles un appel d'air ou bien limitent-elles l'horreur ? L'accueil de la misère humaine, c'est aussi ce qu'on peut lire dans les pages de Paris Match, consacrées aux urgences de la Riboisière, 10e arrondissement de Paris. Des personnes âgées abandonnées, des jeunes gens en intoxication alcoolique aiguë, de plus en plus fréquente, des schizophrènes, des SDF livrés à eux-mêmes, et le dévouement des personnels de santé qui affrontent les cris, l'agressivité, le vomi, la misère humaine. On l'évoquait dans la question qui fâche de 7h15, le niveau de nos CE2 baisse, Natacha. Mais oui, ça c'est Le Monde et le Figaro qui reviennent sur cette étude, qui s'inquiète d'une baisse du niveau, donc, en compréhension de texte et en calcul. Ces dernières années, s'étaient focalisées sur l'amélioration du déchiffrage, d'où les progrès en CP. Mais les mêmes élèves, nous dit Le Monde, montrent des graves lacunes, notamment en compréhension des nombres. Traduction, ils n'ont aucune notion des ordres de grandeur. Entre méthodes à revoir, parcours des instituteurs, qui sont le plus souvent issus d'un cursus littéraire, le problème est immense. À cela, nous dit l'opinion, s'ajoute le fait que la France, dans les études internationales, montre un nombre très peu élevé de très bons élèves par rapport à l'Allemagne et plus encore au Japon ou à la Corée. On s'alarme des inégalités dans le système français, nous dit Irène Inchospé, mais pousser les bons par des contextes d'apprentissage exigeants serait tout aussi nécessaire. Il y a eu un vol de camion à Marseille avec un butin, on va dire, hors du commun. Oui, ça c'est un entrefilet dans le Canard enchaîné, le vol d'un camion appartenant à l'équipe de tournage du feuilleton de TF1 No Limites. À l'intérieur, des dizaines de pistolets et de fusils d'assaut. Alors pas de panique, ils sont faux, ce sont de simples accessoires de cinéma. Sauf qu'on va bientôt les retrouver dans les quartiers nord, prédit un policier, et que le bijoutier braqué, lui, ne distinguera certainement pas une vraie d'une fausse Kalachnikov. D'autant que selon la police, il suffit d'un quart d'heure à un armurier pour les remilitariser. La réalité à Marseille a depuis longtemps dépassé la fiction.
On termine avec une étude. Oui, c'est une étude citée par le supplément Sciences et Médecine du Monde. Donc un article qui nous raconte une expérience faite sur 40 personnes. Devant eux, 63 échantillons d'odeurs avec leur dénomination. En fait, certains échantillons apparaissaient plusieurs fois sous des noms différents. Le parmesan, par exemple, était désigné d'abord par son nom, parmesan, puis par un signalement neutre, numéro 32, et un peu plus loin par une dénomination péjorative, vomi séché. Même chose pour l'algue qui devenait du poisson pourri ou l'odeur campagnarde qui devenait excrément humain. Et bien, résultat, les cobayes ne reconnaissent absolument pas les parfums et leur activité cérébrale et corporelle n'est pas la même en fonction de l'étiquette. Bref, notre odorat est largement conditionné par notre cerveau. Ben oui, par exemple, la décomposition idéologique de la droite, on ne la sentait pas jusqu'à ce que ça s'appelle Affaire Copé et Big Malion. Natacha Polony, à qui rien n'échappe tous les matins, c'est la revue de presse d'Europe 1 à 8h35. À demain, Natacha.